Bonjour, bonjour, et je suis très content d'être là. Là ce matin, ça va être un peu moins ludique que ce que Sylvia vient de vous présenter. J'ai hésité, puisqu'on m'a demandé de jouer les rôles d'explorateur, à adopter la tenue. Le casque colonial, ça allait, la machette, ça allait, le Bermuda et les chaussettes remontées, ça devenait quand même un peu compliqué. Au mois de novembre, avant d'aller dans la jungle, on va commencer par ce qui a précédé. Imaginez une petite musique baroque, un jardin à la française. Et ça, c'était, et ça, c'était avant. Et ça, c'est maintenant la slide. Voilà, l'univers des années 2000, du début des années 2000, c'était simple. Il y avait la télévision, c'était du broadcast, la diffusion sans voie de retour. Il y avait une mesure commune, une monnaie d'échange acceptée par l'ensemble du marché. Là encore, tout était simple. Et puis, ça a commencé à se compliquer il y a une vingtaine d'années quand est apparu le triple play, donc l'IPTV, dont on fêtera au mois de décembre le 20e anniversaire. Orange et Free s'étaient un peu disputés dans la dernière ligne droite pour savoir qui allait lancer le premier. Peu importe, ça a été Free qui a battu Orange d'une courte tête. 20 ans après, en tout cas, c'est devenu une réalité à peu près communément partagée. Et encore une fois, avec la voie de retour comme point majeur de modification, qui s'est traduit d'abord par la disparition progressive du DVD. On a arrêté de louer des disques, on a loué des films directement sur nos box ou sur nos ordinateurs. C'était la vidéo à la demande transactionnelle, en location, VOD, ou de manière définitive, EST. Et puis, on a commencé à pouvoir regarder des films, revoir ce qu'on avait loupé à la télévision. C'était le replay et la catch-up. Et à l'époque, je pense qu'un certain nombre de ceux qui dirigeaient les antennes en télévision, à TF1, mais ailleurs aussi, à peu près dans l'ensemble des chaînes, voyaient ça d'un œil sceptique. Est-ce que vraiment c'était une bonne chose que l'audience ne se fasse plus au moment T, mais se fasse de manière décalée? Peu importe, ça s'est imposé, c'est devenu une réalité commune, une réalité partagée. Et puis sont arrivées les années 2010, et là, en 5, 6, 7 ans, on a vu une avalanche de nouvelles réalités audiovisuelles dans notre quotidien, mais surtout, et peut-être plus encore, une avalanche et une multiplication des sigles à tel point que on finit par en inventer tous les jours un nouveau. Sylvia parlait de tous les jours un nouveau service. C'est aussi parfois tous les jours un nouveau sigle, même si le service n'est pas si nouveau que ça. Ça permet de créer des sortes de barrières à l'entrée en termes de connaissance et de compréhension du marché. Et au-delà, il y a un vrai danger. C'est l'effet tour de Babel, le jour où on a arrêté de parler tous la même langue, mais où chacun a parlé de choses différentes. Sous ces sigles, ça devient souvent difficile de mettre une définition commune. Et faites l'expérience avec votre voisin de lui demander ce que c'est la VOD, comment on la qualifie, ou ce que c'est la HVOD. Je ne suis pas sûr que vous aurez toujours, je ne suis même pas sûr que vous aurez souvent exactement la même définition. Donc un problème de définition, du coup un problème de périmètre, de quoi est-ce qu'on parle réellement. Et alors ne parlons pas du troisième aspect qui est la mesure. On est très loin, quand on parle de l'univers de la vidéo digitale aujourd'hui, d'une mesure unifiée faite par un acteur commun, mesurant les mêmes réalités en termes de durée d'exposition, de part sur l'écran, etc. Je vais pas voler à Yannick Cariou tout ce qu'il pourra développer tout à l'heure. En tout cas, la mesure commune aujourd'hui, elle est loin d'être une réalité, encore une fois, quand on parle de toutes ces formes de vidéo digitale. Mais les choses devraient se simplifier et converger dans les mois à venir. Là encore, ça sera le débat de la table ronde. Et surtout, on peut essayer quand même de se simplifier un peu la vie en réorganisant le paysage. D'abord, la télévision, elle reste centrale. La vidéo à la demande, dernière fois que je l'évoquerai, globalement, on est dans de la location plutôt que dans de l'achat définitif. Mais la vidéo en ligne, le partage de vidéos, c'est principalement YouTube. Là encore, on en reparlera. SVOD, HVOD,
La HVOD, c'est la SVOD avec de la publicité. H pour hybride, c'est les anglo-saxons qui continuent à nous bombarder de sigles tous les jours. Globalement, conservons la notion d'SVOD. On est dans un environnement premium de programmes à la demande pour lequel pour lequel le client, celui qui paye, accepte de payer un abonnement. La VOD et les faces, c'est les derniers invités du paysage. Au fond, c'est un avatar du streaming gratuit premium, streaming premium gratuit. Dans un cas en linéaire, à la façon dont Scheherazade racontait les histoires, c'est des chaînes fast. Et puis, dans un autre cas à la demande, c'est la VOD. Encore une fois, tout ça, ces deux briques formant le nouveau streaming gratuit premium. Puis si on regarde la façon dont on rassemble l'ensemble et dont on définit le paysage, je reviens à la CTV qu'évoquait Sylvia à l'instant. Aujourd'hui, Advance TV, ça c'est pour les Américains, mais globalement pour le marché, restons sur l'idée de CTV. La notion de broadcast, elle a peut-être presque un parfum de Madeleine quand on prononce le mot. Partons sur du streaming. Dans tous les cas, on est bien dans de la diffusion de programmes, qu'ils soient gratuits ou payants. Si on veut aller au-delà de cette simplification et établir une carte, c'est un peu ce qu'un explorateur cherche à faire. Quand on n'a jamais vu Pirates des Caraïbes sans une carte de l'île au trésor. Donc si on essaye de définir quelques axes pour établir cette carte, je vous en ai proposé quelques-uns, on pourrait allonger encore la liste, et si on les passe en revue rapidement. D'abord, l'axe gratuit-payant. Historiquement, la télévision a une forte composante, une composante largement majoritaire du côté du gratuit, mais il y a aussi la télévision payante qui continue, qui reste une réalité structurante du marché. La SVOD, elle est 100% payant, y compris dans les formes aujourd'hui de SVOD avec publicité. On a des forfaits à 5,99 €, mais on a quand même des forfaits à 5,99 €. Le reste, AVOD, FAST, vidéo en ligne, etc., se situe dans l'univers du gratuit. Un point sur ce côté du gratuit et du payant. On a vécu une décennie, depuis bientôt 10 ans. L'arrivée de Netflix en France, c'est septembre 2014. On a vécu un espèce de tourbillon SVOD dans lequel sont arrivés successivement Netflix 2014, Prime Video 2016, Disney 2020, Paramount Plus 2022. On nous promet Max en 2024. Après, il semble que ça va un peu ralentir. Dans lequel il y avait un hype qui à un moment était passé du côté de la SVOD. Il y a 20 ans, le hype, c'était les créations originales de Canal. Il y a dans mon souvenir, le premier moment où les choses ont un peu basculé, c'est au moment de la sortie de Casa de Papel, où dans les dîners en ville, on parlait plutôt de Casa de Papel que de séries de Canal. On parlait aussi évidemment des séries de TF1, mais ça, parce qu'on en parle tout le temps, c'est une réalité structurante du marché. En tout cas, davantage d'abonnés, une montée en puissance des abonnements, un espèce d'enthousiasme qui fait que dans un mois, on sera à Noël, le 24 au soir ou le 25 au matin, plus exactement. C'est difficile de demander aux enfants de faire autre chose que de jouer avec les jouets qui viennent de déballer. Donc un espèce d'emballement, ou en tout cas de soif de consommation de ces programmes en SVOD. Aujourd'hui, une réalité qui se stabilise, c'est entré dans le paysage, c'est devenu structurant dans le paysage, mais quand on regarde la durée d'écoute du visionnage des abonnés à la SVOD, on est stabilisé depuis 5-6 trimestres déjà. Donc l'augmentation du volume d'écoute de la SVOD aujourd'hui, il est un effet d'initialisation. La courbe des abonnements continue à monter, même à un rythme ralenti. Mais en revanche, encore une fois, si on regarde au niveau des individus, c'est rentré dans le paysage, c'est rentré dans les mœurs et dans les usages, mais on n'est plus dans un effet waouh tel qu'on l'a connu, encore une fois, jusqu'en 2021, 2022. Est-ce qu'on regarde de la vidéo sur la télévision ou sur un autre écran? Là aussi, on a tous été, je pense, un peu hypnotisés
par la capacité à regarder dans le métro, en mobilité, n'importe où, au restaurant en attendant quelqu'un qui allait arriver, de la vidéo sur son mobile. Il y a un moment où on a eu l'impression que toute la vidéo, toute la production allait basculer sur du format vertical. Rappelez-vous, c'est pas si vieux. Enfin, on se posait presque la question de comment le 16/9 va encore pouvoir persister. Et puis, si on regarde aujourd'hui enfin, ce qu'il en est aujourd'hui dans ce match entre guillemets des écrans, la télé reste clairement l'élément central et c'est finalement assez naturel. Quand on a un peu de temps, quand précisément on n'est pas en mobilité, quand on est chez soi ou avec des amis, qu'on a envie de regarder un programme, on parlait tout à l'heure du match extraordinaire que le PSG a livré hier soir contre Newcastle. J'espère que vous ne l'avez pas loupé parce que le triplé d'Mbappé était vraiment, restera dans les mémoires. Pour regarder un match, on est quand même mieux, ou un film, on est mieux sur un canapé, surtout si on est à plusieurs, dans un grand écran sur lequel on ne cherche pas le ballon, et avec un son qui donne l'impression d'être dans le stade ou pas très loin. Donc finalement, pour toute la consommation à domicile de la vidéo, mais au-delà, la consommation de vidéo tout court, l'écran de la télé reste central. Là, vous avez des chiffres qui sont extraordinairement convergents, qui viennent de Grande-Bretagne, les chiffres du Barbe, d'Espagne ou d'Allemagne. Et dans chacun de ces trois pays, on a 80% ou à peu près du temps d'usage qui va sur le téléviseur. Le smartphone comme alternative précisément pour cette consommation en mobilité, le PC et la tablette qui se partagent le reste. Est-ce qu'on regarde des formats longs ou des formats courts ? Là-dessus, il y a un segment qui clairement se détache ou qui s'illustre, c'est celui de la vidéo en ligne, du partage de vidéos, et pour faire court, aujourd'hui, principalement, majoritairement, de YouTube. Une statistique, puisqu'on parle de YouTube intéressante, là aussi, elle vient du Barbe, donc les données de consommation sur le téléviseur en Grande-Bretagne, c'est des données du mois d'octobre. On est donc dans des chiffres tout à fait récents. Pas loin de 80% des usages vont à la télévision ou à la BVOD, donc à l'univers du streaming gratuit des opérateurs de télévision. Un peu plus de 15% à la SVOD ou à la VOD, à d'autres acteurs de la vidéo. Et puis finalement, 6% à YouTube. Donc, ce qui représente 25% des usages de YouTube. Donc 25% des usages de YouTube au Royaume-Uni se font sur le téléviseur. Mais quand on inverse et qu'on regarde le téléviseur et qu'on voit la manière dont le temps s'y passe, donc c'est 6% du temps passé sur le téléviseur qu'il est à visionner des vidéos sur YouTube. Et un pas supplémentaire, puisqu'on était sur vidéo courte, vidéo longue, YouTube revendique, assume, ou indique que la moitié à peu près du temps passé sur le téléviseur l'est sur sa plateforme à visionner des formats longs. Donc ça veut dire qu'en gros, si on raffine encore un petit peu, vous avez 80%, un peu moins sur les acteurs du broadcast, un gros 15% sur les autres acteurs de la vidéo SVOD, AVOD, FAST, et puis 3% à visionner des formats longs sur YouTube et 3% à regarder des formats courts sur YouTube. Et si on regarde, si on revient en France, le baromètre des usages audiovisuels auquel Sylvia faisait allusion tout à l'heure, on a interrogé fin septembre 4000 Français, un peu plus de 4000, sur les genres de programmes qui consomment de manière privilégiée sur les différentes plateformes. On avait cette typologie de programmes. Le seul pour lequel les formats courts non seulement émergent, mais sont sensiblement dominants, c'est YouTube. Et à l'inverse, ils sont cités en 4, 5, 6e, 7e position pour les autres formes de vidéos. Est-ce qu'on est là encore dans une histoire à la Scheherazade ?
celle qui vous emmène du matin et qui doit tenir le sultan, je crois, réveillé jusqu'au soir, ou est-ce qu'on est dans une consommation à la demande? Le linéaire, chez Sheherazade, ça reste plutôt le domaine de la télévision et des fasts, avec là aussi une part des usages. Quand on est entre, disons-le, quand on est entre gens du métier, souvent très connectés, très équipés, etc., on a l'impression parfois, d'ailleurs on ne prend pas le temps de mesurer, de s'auto-mesurer, et on a l'impression que finalement on passe beaucoup de temps, et l'essentiel du temps, à regarder des programmes à la demande, et qu'on a un peu lâché le linéaire. Quand on regarde de manière globale au niveau du marché, là aussi des chiffres qui convergent entre l'Espagne et la France, on est à autour de 70% du temps à regarder des histoires, ces histoires linéaires, et puis le reste du temps donc à regarder d'autres. Donc finalement, quand on a parcouru ces 5 axes, si on en retient 2 plus particulièrement, gratuit, payant, et format court, format long, on a un univers du streaming gratuit sur des formats courts. On a essayé, des Américains, Quibi, ont essayé le format court payant il y a 3-4 ans, ça a duré 6 mois. La plateforme a fermé au bout de 6 mois. Donc si on est dans du format court gratuit, donc c'est YouTube, c'est les réseaux sociaux, et sur l'ensemble des écrans, ça représente entre 10 et 15% du temps vidéo. Le streaming gratuit sur des formats longs, en cumulant le linéaire, la BVOD, ce qu'on appelle aujourd'hui la BVOD, la VOD et les FAST, on est entre 60, pas très loin de 75%. Puis finalement, reste le premium payant, ce long format, la Pay TV et la SVOD, et là on est aux alentours de 15%. Si on focus, ou si on se recentre sur le téléviseur, les chiffres sont encore un peu plus spectaculaires. On est à moins de 10% sur le streaming gratuit de format court. On est à pas loin de 80% sur le streaming gratuit de format long. Pardon, pour l'articulation, c'est un bon exercice. En début de matinée, essayez pour vous. Streaming gratuit de format court, streaming gratuit de format long. Vous allez voir, c'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse. Et donc finalement, la PTV et la SVOD, qui est là, on les retrouve à une part légèrement supérieure à 15% du temps passé. Ça, c'est pour aujourd'hui. La question, c'est évidemment aussi de savoir ce qu'il en sera demain. C'est aussi pour ça que vous êtes là, puisque on est ici pour explorer l'avenir. Donc là encore, dans les légendes que j'ai tendance à qualifier, mais ça c'est moi, un peu parfois de légendes urbaines, dans le côté les gens lâchent la télévision, l'univers, etc. C'est intéressant quand on essaie de se projeter, de regarder aussi la trajectoire et comment, où on en est et d'où on est parti. Il y a 7 ans, et pourquoi 7 ans? Parce que 2016 plus 7, ça fait 2023, 2023 plus 7, ça fait 2030, et pour mes enfants qui actuellement apprennent les tables d'addition de 1, de 2, et donc là en l'occurrence de 7, je pense qu'ils valideraient le calcul. Donc si on regarde 2016, on était à 4 heures de DEI 15+, ça c'est du premier semestre 2023. Au premier semestre 2016, DEI 15+, 2016 4 heures, 3h40 en 2023. Qu'est-ce qu'il en sera dans 7 ans? C'est malheureusement, Sylvia ne m'a pas laissé jouer avec son jeu magique. J'aurais volontiers posé la question. Et on aurait vu si Julien était toujours aussi vaillant. Donc en tout cas, on a perdu 9% de cette DEI. Entre 2016 et 2023, on est passé d'une connectivité, rappelez-vous, celle de l'ADSL du milieu des années 2010, dans lequel on n'était quand même pas toujours bien sûr que la télévision allait être stable, que ça allait pas friser, voire que ça n'allait pas bloquer. Aujourd'hui, tout le monde,
plus de 85% des Français sont fibrés. Le fibrage, c'est essentiel à la fois en termes de stimulation et de capacité que ça donne à aller visionner de l'audiovisuel, mais dans la possibilité aussi que ça que ça donne d'aller dans les environnements OTT, donc en dehors de l'environnement des box, sans être dérangé, enfin, avec une qualité de service qui est équivalente. Autrement dit, cet aspect-là, ça y est, il est empoché. Tout le monde a la même qualité de service, qu'il soit dans un univers de box ou dans un univers OTT. Il n'y aura plus de révolution dans les 7 ans à venir. Le deuxième aspect, c'est l'équipement en écran. On est progressivement arrivé à presque 6 écrans au foyer, quand on sait que par ailleurs, on doit être à entre 2,5 et 3 personnes, 3 occupants au foyer. Ça veut dire que chacun a deux écrans dans la poche, sauf le téléviseur qui, lui, reste sur le... Bref, on est largement équipé, à tel point même, si vous suivez un peu le marché de l'électronique grand public, que c'est une catastrophe. Là, je crois que le dernier trimestre, les ventes de smartphones ont un peu relevé du nez, mais après avoir enchaîné 9 trimestres de baisse. En gros, ça y est, on est équipé. Là non plus, c'est pas du point de vue de l'équipement en écran que une révolution devrait intervenir dans les années... dans les 7 prochaines années. Sur la SVOD, j'en ai dit un mot tout à l'heure, l'effet waouh, il est derrière. Il est d'autant plus derrière que entre 2015 et 2021, les studios sont partis à la course-poursuite derrière Netflix et Prime Video. Pour ça, ils ont dépensé, comme m'a dit un penseur, des tonnes de pognon sur les programmes, sur le marketing. Ils ont été obsédés de faire du recrutement, et ils ont totalement négligé, oublié la rentabilité. Et à un moment, la bourse les a sévèrement rappelés à l'ordre. Début 2022, il y a eu non seulement l'annonce de la première paire d'abonnés de Netflix, mais au-delà, il y a eu un stop très clair donné par les analystes financiers, par les traders, etc., aux studios, sur l'inversion de leur priorité. Un chiffre que intéressant, sur les 9 premiers mois de 2023, les streamers en France, donc les enseignes de la SVOD, ils ont dépensé 20% de moins en marketing qu'en 2022. C'est juste une illustration à un moment de ce retournement de priorité qui fait qu'on ne cherche plus à recruter absolument, on produit moins, donc on met moins de nouveaux programmes en ligne. Accessoirement, d'ailleurs, une partie très significative des audiences vient du catalogue. Si vous regardez les top audiences de Friends, de la SVOD, vous y retrouverez toujours Friends, Big Bang Theory, etc. Donc la SVOD n'est pas seulement une machine à faire regarder des nouveautés. Et puis, je dirais d'une certaine manière, ils sont presque tous là. À Hollywood, il y a 4 grands studios. On en a déjà 3, Paramount, Disney et du coup, forcément, j'oublie le 3e. En France, le dernier qui nous manque, c'est Warner, donc c'est Max qui devrait arriver en 2024. Netflix et Prime, ça y est, ils sont là depuis 7 ans maintenant. Il y a Apple TV, mais qui a un catalogue volontairement limité, puisque c'est uniquement de la production originale. Encore une fois, il n'y aura pas d'énormes lancements dans le segment de la SVOD dans les 7 prochaines années. La VOD et les FAST, il y a une forme de paradoxe. C'est en train de s'installer dans le paysage, en tout cas dans la notoriété, dans les usages. Il y a à chaque fois qu'on parle avec un responsable de plateforme, il insiste sur la premiumisation des offres, sur donc des programmes plus qualitatifs, plus frais, etc. Mais quand on regarde la réalité des plateformes, ça se fait de plus en plus dans une hybridation avec les groupes audiovisuels. D'ici la fin d'année, vous devriez retrouver les trois chaînes TNT d'Altis, donc BFM, RMC Story, RMC Découverte, sur Samsung TV+. A contrario, sur TF1, sur MyTF1 aujourd'hui, TF1+, demain, j'imagine, pour TF1+, j'ai pas d'infos, vous retrouverez aussi un bouquet de chaînes fast, celui qui a été lancé depuis le printemps de 2021, et à tel point même qu'en termes de commercialisation, TF1 a signé un accord pour commercialiser les écrans de Samsung TV+, Canal, la régie de Canal a signé pour commercialiser les écrans de Oki, qui est un service d'AVOD monté par Free. Bref, les deux univers sont en train de se rapprocher
voire peut-être jusqu'à converger et à s'absorber l'un l'autre. Et en général, quand même, quand une tortue rencontre un éléphant, s'il y a absorption, on voit à peu près dans quel sens ça... On voit celui qui reste debout ensuite. La tortue et l'éléphant, on ne l'avait pas répété, en fait. Et puis, finalement, il y a l'univers des grands broadcasters. Et il y a eu... Enfin, ça a été compliqué. Je le disais, y compris, je pense, culturellement, dans les équipes des broadcasters, ça a été compliqué à des moments pour ceux qui géraient les antennes, qui avaient été focalisés pendant plusieurs dizaines d'années à maximiser, optimiser les audiences en direct à cause de la dictature du communiqué du 9h, enfin du texto du 9h le lendemain matin, que vous recevez, que l'ensemble du marché reçoit, que les médias commentent, etc. Et puis du fait que le J+7, le consolidé, ou ne parlons même pas du J+28, il a plus de mal à être pris en compte. Donc il y a eu une révolution culturelle à faire, en tout cas une mutation dans les esprits, pour se dire que finalement, tout ça sert à un même objectif, qui est donner au public le maximum à voir, pour donner aux marques le maximum d'opportunités d'afficher. Maintenant, c'est fait. L'autorité de la concurrence, je pense, a contribué à ce que ça se fasse avec 15 mois de retard. Parce que quand on instruit un dossier pendant 15 mois et que pendant ce temps-là, les deux acteurs du marché sont interdits de bouger, interdits de facto de faire des mouvements significatifs, ça n'aide pas l'innovation, enfin la réforme à se faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on y est. Le 8 janvier, plus exactement, on y sera concernant TF1. Je ne vais pas commenter ici, ça serait quand même les stratégies de plateformisation de France Télévisions et de M6, parce que j'ai dit que j'avais évité le Bermuda et les chaussettes hautes. Je voudrais aussi éviter le goudron et les plumes. Mais bref, en tout cas, on le voit bien quand on prend les stratégies. Alors, prenons d'autres groupes en Europe, d'ITV, d'A13 Media, etc. Voilà, la transformation, le plongeon dans cet univers nouveau qui consiste à ne plus se ressentir comme un diffuseur, mais comme un streamer, et à ne plus discriminer entre des audiences qui sont faites en direct et celles qui sont faites à la demande, ce tournant, il est arrivé. Autrement dit, dans les années à venir, ma conclusion, mon intuition, c'est que, au moins, disons, on va dire 24-25, pour être prudent, la nouveauté, elle va plutôt venir du côté des acteurs historiques que des streamers. Et puis j'ajoute deux derniers points qu'on n'a pas pris en compte dans la prévision qu'on a faite. L'un, c'est l'aspect de vieillissement de la population. En 2030, on aura tous 7 ans de plus qu'aujourd'hui, et traditionnellement, les populations matures sont plus consommatrices d'audiovisuel et de télévision en particulier. L'autre aspect, le passage à la BVOD ou disons aux plateformes de streaming gratuits, il s'accompagne d'un grand élargissement des catalogues, d'une augmentation significative des volumes, notamment des volumes de titres déjà diffusés, des volumes de catalogues. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir compète dans les usages aussi entre cette partie des usages des plateformes des broadcasters et ce qui est aujourd'hui, enfin en tout cas le besoin ou l'usage qui est aujourd'hui rempli par les plateformes de SVOD. Dans 10 jours, ITV va fêter le premier anniversaire du lancement de sa grande plateforme ITVX. Un chiffre intéressant dans ce qu'ils ont commencé à communiquer, 30% des usages sur ITVX se fait sur des programmes de catalogue, des box sets de séries, des collections de films de catalogue, etc. Donc encore une fois, il y a, dans le rattrapage des usages, il y aura aussi cette donne qui va jouer. Donc finalement, le chiffre auquel on arrive, c'est 3h20. 3h20 de DEI en 2030. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne sera pas dans cette salle en 2030 pour que vous me regardiez si j'ai eu raison ou tort. L'autre avantage, c'est que peut-être d'ailleurs en 2030, on ne parlera plus de DEI, on sera passé sur d'autres indicateurs. En tout cas, à la fin, ce qui en reste, c'est deux choses. L'un, c'est méfions-nous à... Enfin,
ce qui était trendy ces dernières années, et y compris il y a quelques dirigeants majeurs de groupes de streaming ou de groupes ou de studios américains qui ont expliqué que la télévision était morte, n'allons pas trop vite en besogne. Le deuxième aspect, c'est méfions-nous aussi des projections de courbes trop rapides, trop faciles. Je reprends dans le côté, on est tous dans cette salle des gens connectés, adaptés, enfin qui ont plutôt des early adopteurs en termes de nouveaux usages. Quand on regarde nos enfants, parfois on se dit oh là, les jeunes ne vont plus regarder la télévision. Vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être même déjà dit. Intéressez-vous, par exemple, si on s'intéresse plutôt à ce que seront les usages des 25-34 ans dans 7 ans. Si vous prolongez la courbe, vous prenez 2016, les 25-34 ans, 2023, les 25-34 ans, et que vous, encore une fois, vous vous contentez de tirer un trait, vous avez une chute absolument majeure de la consommation. Il y a un point à prendre qui n'est pas totalement négligeable à prendre en compte, c'est que quand on a 25-34 ans aujourd'hui, c'est qu'on en avait 15-24 il y a 7 ans. Quand vous regardez ce qu'était la consommation, enfin la différence, la durée d'écoute de la télévision il y a 7 ans pour les 15-24 et celle des 25-34 aujourd'hui, elle n'est pas en baisse. Au contraire, elle est en augmentation de plus d'un quart d'heure ou plus, en augmentation significative. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où notre vie change. Et j'ai évidemment pris la tranche qui est la plus significative pour ça. Entre 15 et 24 ans, c'est le moment où on termine ses études, on rentre dans la vie professionnelle, on quitte le domicile parental, éventuellement on se stabilise affectivement, éventuellement on a un premier job, éventuellement on a même un premier enfant. Et évidemment, donc quand on est devenu un 25-34 nerfs, ce qui n'existe pas, sa consommation, ses usages, ses pratiques de loisirs, elles évoluent, elles changent et elles vont vers un retour. Donc voilà, cette dernière remarque, elle ne vaut pas pour le coup prédiction, prévision absolument chiffrée, etc. Elle est juste un point d'attention sur la vision qu'on peut se faire les uns et les autres de ce qu'on sera, ce que seront nos enfants, la façon dont on consommera dans 7 ans. Et je vous remercie.